Hola todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Eh bien écoutez, de mon côté, je suis encore un petit peu enrhumée, je pense que vous pouvez l'entendre à ma voix, mais c'est pas grave. Je me suis dit, bon, ça allait ajouter un petit côté suave. Donc c'est parti pour une nouvelle affaire italienne. J'ai vu que les affaires italiennes vous intéressent et honnêtement ça me fait grave plaisir puisque comme vous le savez, j'ai vécu à plusieurs reprises en Italie. Donc de pouvoir vous partager certaines affaires qui m'ont choquée, qui m'ont troublée, honnêtement ça me fait plaisir. D'autant que pour le choix des affaires italiennes que je vous présente, en fait je privilégie les histoires dont on n'est pas vraiment sûr des tenants et des aboutissants. Bref, l'affaire d'aujourd'hui est extrêmement choquante, non pas pour l'histoire en elle-même, qui est bien évidemment choquante, mais en fait c'est surtout le traitement médiatique qui a été fait autour, et vous comprendrez tout au long de la vidéo pourquoi. Petit détail, l'affaire se passe dans le sud, dans les Pouilles. L'accent est très prononcé, ce qui m'a causé quelques difficultés pour la traduction et pour la compréhension de toutes les interviews de certains des protagonistes, mais je pense avoir fait du bon boulot. Voilà, ça c'était pour la forme. Donc amis italiens, si vous notez quelques petites erreurs, et honnêtement, je pense avoir correctement traduit et compris toute l'affaire, écoutez, mi dispiace. Et dernier point avant de nous lancer dans cette longue histoire, sachez qu'il va y avoir énormément de détails, de noms, de dates, et c'était très important de les inclure. Sinon, l'histoire après, elle est dénaturée et puis vous pouvez vous y perdre. Dunque, ragazzi, concentrazione. Donc, ce que je vous propose, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. Quando parlo, che non è che mi so esprimere, diciamo, se qualcosa non è chiara, magari si intende una cosa per un'altra, si può chiedere e chiarire, diciamo. Se qualcosa non viene detta bene o non capita bene. Signora, ripeto, il dialetto del suo paese lo comprendiamo benissimo. Non si tratta del dialetto, che qua si parla al passato, si parla al plurale, diciamo, se qualcosa non è chiara, basta chiedere, diciamo, magari io voglio dire una cosa e si intende un'altra. Non so se mi sono spiegata. Signora, adesso lei deve parlare, non verrà esaminata da nessuno, deve parlare spontaneamente quello che ritiene di dire. Questa è anche una cosa che volevo dire. Al primo grado non ho parlato, tanto il mio avvocato mi ha consigliato di non parlare, tanto non sarebbe cambiato niente. Prima di tutto si è parlato tanto di invidia, gelosia, rancori. Ma quali rancori, quale gelosia, quale invidia? Non lo so. Noi ci siamo sempre aiutati quando uno ha avuto bisogno dell'altra. Infatti quando mia sorella ha avuto bisogno di me, senza neanche farlo ripetere, sono stata sempre presente. Come si dice, il male fa rumore, il bene no. Noi a Sara abbiamo fatto sempre del bene, sempre del bene. L'histoire se déroule en 2010 à Avetrana, une petite ville qui se situe dans les Pouilles, une région du sud de l'Italie connue pour la beauté de ses côtes et son patrimoine gastronomique. Sara Scazzi est une adolescente de 15 ans qui vit à Avetrana avec sa mère Concetta Serrano. Son père Giacomo et son frère Claudio, âgés de 25 ans, eux vivent à Milan. Pour recontextualiser, Concetta Serrano a grandi à Avetrana avec ses 5 frères et sœurs et elle a eu un cadre de vie assez particulier puisqu'elle a été élevée en partie par sa mère puis par sa tante. Donc elle est passée d'une maison à une autre toute son enfance. À sa majorité, Concetta veut partir d'Avetrana, elle veut s'émanciper. Et à l'époque, dans une petite ville comme Avetrana, le seul moyen pour une jeune femme de pouvoir quitter sa famille, c'est par le mariage. C'est pourquoi en 1984, elle épouse Giacomo Scazzi, un délinquant notoire de la région. Comme vous vous en doutez, sa famille est contre ce mariage, mais voilà, c'est le choix de la jeune femme. Peu après, il s'installe dans le nord de l'Italie et Concetta donne naissance à leurs 2 enfants, Claudio en 1985 et Sara en 1995. Entre-temps, Concetta épousait la foi des Témoins de Jéhovah, un groupe religieux chrétien, alors que son mari Giacomo, lui, il continue ses activités illicites, il est même condamné pour extorsion, tandis que Concetta s'implique de plus en plus au sein des Témoins de Jéhovah, c'est-à-dire qu'elle prêche la bonne parole, elle fait du porte-à-porte. En parallèle, elle descend régulièrement à Avetrana pour y voir sa famille, même si elle est partie s'installer dans le nord. Elle y fait régulièrement des allers-retours puisque ses parents sont très malades, ainsi que sa tante qui l'a adoptée en partie. Donc elle n'a pas coupé le lien avec Avetrana, bien au contraire. Petite parenthèse, la croyance religieuse de Concetta n'a aucun rapport avec l'affaire criminelle en elle-même. Je l'évoque puisqu'elle en fait part à plusieurs reprises lors de ses interviews, et histoire de bien recontextualiser l'histoire de la famille, mais ça n'a aucun rapport. Je préfère le dire pour clarifier les choses. Elle était témoin de Jéhovah, ça n'a aucun rapport avec le drame qu'elle a ensuite subi.
Et en mai 2002, la tante qui l'a élevée décède. Donc là, Concetta prend la décision de se réinstaller à Avetrana, puisqu'elle a peur en fait que ses parents meurent entre-temps, alors qu'elle se trouve à l'autre bout de l'Italie. Donc voilà ce que la famille Schezzi décide et qui semble convenir à tout le monde. Giacomo et Claudio travaillent à Milan, donc ils restent vivre à Milan, tandis que Concetta prend Sara avec elle, qui a 7 ans à ce moment-là, et se réinstalle à Avetrana. Donc en mai 2002, Concetta prend Sara avec elle et elle s'installe à Avetrana à proximité de chez sa grande sœur, Cosima Misseri. Cosima est mariée à Michele Misseri, un agriculteur, et ensemble ils ont 2 enfants, Sabrina, âgée de 12 ans, et Valentina, âgée de 20 ans. Dès leur installation à Avetrana, Concetta confie la garde de Sara à sa sœur Cosima pour une durée d'1 an, le temps de s'installer et de prendre soin de ses parents. Alors petite parenthèse, c'était pas rare à l'époque dans le sud de l'Italie de confier l'un de ses enfants à un membre de sa famille pour une période plus ou moins longue. C'était pas quelque chose de choquant. Donc voilà, elle arrive à Avetrana, elle a des choses à faire, elle doit s'occuper de ses parents malades. Elle confie sa fille à sa sœur Cosima. Donc Sara va vivre chez les Misseri pendant une période d'1 an. Et lorsque Sara s'installe chez sa tante, tout de suite elle se sent à l'aise, elle se sent bien, puisque elle a ses 2 cousines, Valentina et Sabrina, qui prennent soin d'elle, qui l'accompagnent à l'école, qui l'aident à faire ses devoirs. Sa tante Cosima est extrêmement bienveillante avec elle, elle s'en occupe, c'est une petite fille timide, très renfermée, et son oncle Michele s'en occupe également très bien. Il a ce rôle paternel. Il dira même plus tard qu'il a toujours considéré Sara comme sa 3e fille. Alors il faut savoir que de base, Concetta et Cosima ne s'entendent pas très bien. En fait, quand elles étaient plus jeunes, il y avait une histoire un peu de jalousie. Leurs parents préféraient Cosima à Concetta, donc il y a eu une sorte de rivalité qui s'est installée entre elles avec les années. Mais là, en l'occurrence, la famille, c'est la famille. Donc la petite Sara est confiée à sa tante, qui vit à quelques minutes à pied à peine de l'appartement de Concetta. Bon, vous vous doutez que c'est quand même un bouleversement dans la vie de la petite Sara. Elle a à peine 7 ans. Là, elle est coupée de sa mère, elle est coupée de son frère, de son père. Elle avait une relation très fusionnelle avec son grand frère Claudio, là auquel il s'appelle souvent. Mais c'est pas pareil. Idem, elle s'entendait bien avec son père. Là, elle l'a uniquement par téléphone. Et sa relation avec sa mère, Concetta, est très particulière puisque Concetta, c'est une femme assez distante émotionnellement. C'est pas une femme très affectueuse, très démonstrative avec sa fille, sachant qu'elle, à ce moment-là, elle fait du porte-à-porte pour les témoins de Jéhovah, elle s'occupe de ses parents malades, donc sa fille, c'est pas franchement sa priorité, et la petite Sara le ressent. D'ailleurs, il y a eu un épisode assez marquant. Lorsque Sara vivait chez sa tante Cosima, en fait, elle avait trouvé dans le placard... dans les papiers de sa tante, une photo de Cosima quand elle avait approximativement son âge et elle se ressemblait énormément. Et Sara avait l'habitude de montrer ces photos à ses camarades de classe en leur expliquant que Cosima était sa maman et que lui ressemblait quand elle avait le même âge qu'elle. D'ailleurs, une fois, elle avait même demandé à Cosima si elle et son mari pouvaient l'adopter pour qu'elle ait enfin une vraie famille, ce qui montre qu'elle a énormément souffert de cette situation. D'autant qu'à l'école, elle subit du harcèlement de la part de certains de ses camarades. Sara, c'était une petite fille qui était très renfermée, très timide, elle était pâle, elle était toute mince, donc elle se faisait un peu embêter, on la taclait sur son physique, sur sa pâleur, sur son visage. Enfin, après, vous savez comment sont malheureusement les enfants à cet âge. Les années qui suivent, Sara, qui vit à présent avec sa mère Concetta à quelques minutes à pied de chez sa tante Cosima, Sara, ça devient une adolescente très renfermée, très introvertie. Elle subit encore des moqueries de la part de ses camarades à l'école. Elle serait trop maigre, trop blanche, pas assez in dans sa façon de s'habiller. Donc elle n'a pas beaucoup d'amis. Mais à côté de ça, elle a l'amour de sa famille de substitution. Tous les ans, par exemple, sa tante Cosima lui organise son anniversaire en cachette, puisque Concetta ne lui autorise pas à fêter son anniversaire par rapport à sa croyance religieuse. Du coup, ce que fait Cosima, c'est que tous les ans, à la même date, elle appelle sa sœur, elle lui dit « Écoute, on va manger, Sara peut passer manger à la maison si elle veut, comme ça, toi, ça te laisse du temps libre. » Et en fait, il lui organise son anniversaire en cachette. Sa cousine Sabrina, qui l'a pris sous son aile dès le départ, lui offre des cadeaux, des vêtements. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Sabrina, en fait, elle se sent très très proche de sa cousine Sara, puisqu'elle aussi a vécu du harcèlement quand elle était plus jeune. Par rapport à son physique, on se moquait de sa pilosité, puisqu'elle avait
une pilosité un peu prononcée, paraît-il. On se moquait également de son embonpoint. Enfin, après, vous savez comment sont les jeunes à cet âge-là, hein, le moindre petit détail est sujet à moquerie, malheureusement. Donc là, vous avez un peu le contexte de la famille élargie. Sabrina est vue comme la grande sœur que Sarah n'a pas. Cosima comme la maman qu'elle aurait aimé avoir. Sarah n'a pas d'amis dans la vraie vie, hormis une seule, Francesca. Du coup, sa relation avec Sabrina, qui est une jeune femme au caractère bien trempé, est primordiale, voire vitale. Hormis son amie Francesca, Sarah n'a aucune copine dans la vraie vie. L'essentiel de ses relations amicales sont virtuelles. Elle passe son temps sur Facebook à chatter avec des gens qu'elle ne connaît pas vraiment, mais qu'elle considère comme des amis. D'ailleurs, elle a même débuté une relation amoureuse virtuelle avec un homme marié de 30 ans à qui elle a menti sur son âge. Ils s'échangent des messages quotidiennement. Sarah lui parle de sa vie, de sa relation avec sa mère. Elle lui explique à quel point elle se sent triste d'avoir une mère qui fait aussi peu attention à elle. Et elle lui dit même que l'un de ses projets serait de fuguer, de ne pas être retrouvée par la police, pour que sa mère s'inquiète tellement qu'elle recherche à tout prix sa fille. Donc c'est pour vous dire à quel point cette relation mère-fille a pu manquer à Sarah. Alors, petite parenthèse, Sarah et l'homme marié en question, on va l'appeler Antonio. D'ailleurs, je crois qu'il s'appelle Antonio. Ils se sont rencontrés qu'une seule fois à Avetrana. Ils y vivent tous les deux. Ils s'étaient donné rendez-vous. Et quand Antonio est arrivé au point de rendez-vous et qu'il a vu Sarah, en fait, il a flippé. Il a flippé puisqu'il a compris qu'elle lui avait menti sur son âge. À ce moment-là, elle avait 14 ans. Elle lui avait dit qu'elle était majeure. Et là, il a eu la peur de sa vie. Il lui a dit, écoute, tu ne me recontactes plus jamais. Je veux plus avoir de message de ta part. Et moi, de mon côté, de toute façon, je ne te répondrai plus. Et on en reste là. Et il est parti. Alors même si ça peut vous sembler un petit détail, je préfère vous le mentionner puisque ce petit détail va revenir dans la suite de l'histoire. En 2010, donc au moment de l'affaire, Sarah a 15 ans et elle va à l'école, tandis que Sabrina a 21 ans et elle est esthéticienne. Elle a un petit salon d'esthétique à son domicile. Et en fait, ce métier, elle l'a choisi puisque c'était une sorte de revanche qu'elle prenait sur la vie, vu que toute son adolescence, elle a été critiquée sur son physique. Les deux cousines se voient quasiment tous les jours. Sabrina relook Sarah, elle lui passe des habits, elle lui a présenté à tout son groupe d'amis, qui l'a pris sous son aile, c'est la petite du groupe. Et elles sortent régulièrement le soir, les week-ends, en cachette de Concetta, mais avec la complicité de Cosima et Michele, qui voient leur relation d'un très très bon œil. Les deux cousines sont inséparables. Sabrina est amoureuse de l'un de ses amis, Ivano Rosso, un jeune homme de 27 ans, qui fait tourner la tête à beaucoup de filles d'Avetrana. Elle est obsédée, entre guillemets, par lui. Il est sympa, il est marrant, c'est un beau garçon. Ivano Rosso, il est surnommé le Alain Delon d'Avetrana. Bon, après, c'est une question de goût, mais c'est un garçon qui a énormément de succès avec les filles. Et Sabrina, elle en parle à ses amis, elle en parle à sa cousine Sarah, elle est folle dingue de lui. À l'été 2010, elle prend les devants et elle lui déclare sa flamme. Elle lui dit, écoute, toi et moi, on s'entend bien, on est de bons amis, mais moi je ressens un peu plus pour toi et ce serait bien qu'on puisse sortir ensemble pour voir ce que ça peut donner. Dès le départ, Ivano a été clair, net, précis. Il lui a dit, écoute, moi je t'aime bien, t'es une jolie fille, il n'y a pas de souci, par contre j'ai pas envie de me poser. J'ai absolument pas envie de me poser, donc si tu veux qu'on fasse nos bails, pas de souci, par contre il n'y aura rien de sérieux entre nous. Bon, autant vous dire que Sabrina est extrêmement déçue, parce qu'elle est amoureuse d'Ivano, mais elle se dit que bon, peut-être qu'avec le temps, ses sentiments vont se développer, peut-être qu'il va commencer à éprouver quelque chose pour elle, d'autant qu'ils échangent tout un tas d'SMS ensemble, ils sont en contact quasi quotidiennement, ils échangent des centaines et des centaines de SMS par mois. Mais l'essentiel de ces SMS tourne autour des sollicitations sexuelles d'Ivano. Donc il n'y a pas vraiment d'échange, on va dire, posé, il n'y a pas de conversation très poussée. C'est surtout des sollicitations sexuelles. Je vous mettrai un imprimé écran là ou là, enfin bref, dans l'un des deux côtés, et vous verrez que bon, ça tourne qu'autour de ça. Ils se voient régulièrement avec leur groupe d'amis, ils sortent ensemble, ils vont à la plage, ils vont manger un bout ensemble. Et Sabrina espère, elle se dit qu'à force de la côtoyer, il va commencer à développer des sentiments pour elle. Mais Ivano est encore une fois très clair avec elle. Il lui dit, écoute Sabrina, moi je t'aime bien, t'es une bonne amie, maintenant je te trouve très jolie. Donc voilà, la première proposition que je t'ai faite, ce sera la seule, il n'y en aura pas d'autre. Elle est amoureuse de lui. Elle est très très amoureuse de lui. D'ailleurs, elle est tellement amoureuse de lui que tout Avetrana est au courant
de son obsession pour Ivano. Les gens se moquent même un peu d'elle dans son dos. Ils se moquent un peu gentiment ou méchamment. Ah, regardez Sabrina qui court après Ivano, qui n'est pas intéressée par elle. Mais elle espère. Elle se dit que, à force, les sentiments se développent. Vous savez, les gens, quand ils sont amoureux, ils ont tendance à penser que peut-être que les sentiments de la personne en face pourraient se développer en connaissant la véritable personnalité qu'ils ont, parce qu'on a tous l'impression d'être quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un d'unique, ce qui est le cas en soi, on est tous uniques. Mais on pense, surtout quand on est très amoureux, que c'est qu'une question de temps. Et à la mi-août, Sabrina cède aux avances d'Ivano, ils se rendent dans un champ, dans un coin très isolé, et là ils vont avoir une relation intime ensemble. C'est la première fois qu'ils ont une relation intime ensemble. Avant ça, ça se limitait à des bisous, des câlins, ce genre de choses. Là, c'est une relation intime. Et en plein milieu de l'acte, Ivano répète à Sabrina, « Toi et moi, on n'est que des amis, hein ?» Et cet épisode a choqué Sabrina. En fait, quand il lui a dit ça, elle s'est redressée, elle était très en colère et elle lui a demandé de la déposer chez elle. Bon, on se doute que là, Sabrina s'est sentie extrêmement humiliée et blessée. Toutefois, Ivano a toujours été très clair avec elle. Mais disons qu'elle a tellement pensé qu'avec le temps, ses sentiments évolueraient, que pour elle, ça a été un choc total. Et c'est à partir de cet épisode que leur relation va se dégrader. Ils se revoient une dernière fois le 21 août pour parler de cette situation. Mais en soi, Ivano lui dit « Écoute, moi, j'ai jamais dit que je voulais être avec toi. J'ai toujours été très claire dès le départ. » Sabrina lui explique qu'elle se sent blessée, humiliée, et ils décident d'en rester là. Chacun part de son côté. Sarah, qui est au courant de l'histoire entre Sabrina et Ivano, elle aussi, elle commence à développer des sentiments amoureux pour lui. Elle se confie dans son journal intime, elle écrit par exemple que Ivano c'est quelqu'un de très gentil, de très prévenant avec elle, qui lui fait souvent des câlins innocents, j'entends, savoir qu'il la prend dans ses bras quand il lui dit bonjour, il a des mots très gentils à son égard. Et Sarah explique dans son journal qu'elle a l'impression d'être amoureuse de lui, mais qu'elle ne sait pas vraiment si c'est de l'amour ou si c'est plus un sentiment fraternel qu'elle ressent pour lui. Et elle écrit même qu'elle en veut énormément à Sabrina de la tenir à l'écart d'Ivano. En fait, quand Sabrina sortait parfois avec ses amis et qu'il y avait Ivano, par moments elle prenait pas Sarah avec elle puisqu'elle voulait passer un moment exclusif avec ses amis. Et du coup, Sarah s'est sentie très blessée, très en colère par rapport à ça. Bien évidemment, elle garde ses sentiments secrets, hein. Sabrina n'est pas au courant de ça. Et Sabrina ne sait pas non plus que Sarah et Ivano s'échangent de plus en plus régulièrement des SMS. Alors c'est pas des SMS qui tournent autour de sollicitations sexuelles comme c'était le cas entre Sabrina et Ivano, c'est plutôt des SMS du type comment ça va, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, est-ce que t'as passé une bonne journée, mais c'est des SMS qui sont très réguliers, hein, de jour comme de nuit. Claudio, le grand frère de Sarah, qui passe ses étés à Vetrana avec son père, donc ils vont chez Concetta, lui il remarque les regards que sa petite sœur jette à Ivano. Lui, il a compris que sa petite sœur est amoureuse d'Ivano. Il voit, elle est tout le temps collée à lui, elle veut toujours en fait se trouver à proximité d'Ivano. Elle le regarde très souvent, elle lui jette des regards. Vous savez, quand on est attiré par quelqu'un, quand on est amoureux, c'est flagrant, franchement c'est flagrant. Et Claudio, il le remarque. Et ce qu'il remarque également, c'est qu'Ivano est très prévenant avec sa petite sœur. Il lui fait des câlins. Alors c'est pas des câlins que l'on fait comme dans un couple, ça reste des câlins, on va dire, assez innocents, mais Claudio trouve ça très inapproprié, compte tenu de l'âge de Sarah, l'âge d'Ivano et de la relation que Ivano a eue avec Sabrina. C'est très inapproprié, c'est pourquoi un soir, quelques jours avant son départ pour Milan, Claudio prend Ivano entre quatre yeux et lui dit « Maintenant, tu lâches ma petite sœur ». C'est court, c'est simple, et ça semble efficace. Mais Claudio, c'est pas le seul à avoir remarqué qu'Ivano est particulièrement prévenant avec Sarah. Alors, encore une fois, j'insiste, il a jamais eu de gestes déplacés vis-à-vis de Sarah, il a jamais eu de mots déplacés ou il a jamais fait de propositions inappropriées, de trucs, il n'y a jamais eu tout ça de bizarre. Par contre, il est vrai qu'il avait avec elle une attitude très prévenante, il était très câlin avec elle. Alors, soit il se comportait avec elle comme il se serait comporté avec une petite sœur parce qu'il l'appréciait beaucoup, Sarah faisait plus jeune que son âge, soit la deuxième explication, et ça c'est Claudio qui l'a pensé comme ça, en fait il pensait qu'Ivano se mettait Sarah à gauche. En gros, il se disait, vu qu'elle est très jeune,
je vais l'éduquer à ma façon en quelque sorte, et une fois qu'elle aura un peu grandi, qu'elle aura atteint l'âge de 17-18 ans, je vais en faire ma femme, je vais l'épouser. Puisque dans le sud, apparemment, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils les choisissent très jeunes pour pouvoir les modeler d'une certaine façon et ensuite les épouser. Donc lui, Claudio, a plutôt considéré en fait qu'Ivano avait ces intentions-là. Sabrina, de son côté, effectivement, elle remarque qu'Ivano est très prévenant avec Sarah, tandis qu'avec elle, il a pris ses distances. Tous les deux se sont disputés le 21 août. Depuis, il répond plus à ses SMS, il la calcule plus du tout. Donc forcément, elle se sent piquée. Le soir du 25 août, Sabrina, son amie Mariangela et Sarah sortent dans un pub. Et durant cette soirée, Sabrina était très remontée contre Ivano par rapport à l'embrouille qu'ils avaient eue le 21 août. Et elle aurait tenu des propos du type qui fait plus du tout attention à moi, il me calcule plus, il me regarde même pas, alors qu'il est très prévenant avec Sarah. Alors malheureusement, les tenants et les aboutissants de cette conversation, on ne les connaîtra jamais vraiment puisqu'il y a eu plusieurs versions. Par la suite, quand il y a eu les témoignages de Mariangela et de Sabrina, en fait, il y a eu plusieurs versions de ce qui s'est dit pendant cette soirée. En gros, il y aurait eu une conversation impliquant Ivano et le fait que Sabrina était très frustrée qu'il ne fasse plus attention à elle, mais qu'il était très prévenant avec Sarah. Toujours est-il que le soir même, Sarah note dans son journal intime qu'elle se sent très attachée à Ivano et qu'elle ne comprend pas que Sabrina lui en veuille, qu'Ivano et elle soient aussi proches et qu'elle aimerait avoir un fiancé comme lui, gentil et prévenant. Le lendemain matin, soit le 26 août, Sarah sort de chez elle et se rend chez sa cousine, comme à son habitude. Comme je vous l'ai dit, tout son temps libre, elle le passe avec Sabrina. Quand elle arrive, Sabrina est dans son salon d'esthétique. Bon, c'est une petite pièce à l'intérieur de sa maison. Elle est avec des clientes et là, elle demande à Sarah d'aller lui faire quelques courses. Pour l'une de ses clientes, elle doit lui acheter une crème, je crois, pour les mains. Et Sarah part acheter la crème, elle revient chez sa cousine, elle lui remet le produit, elle reste un peu sur place, ensuite elle rentre pour manger chez ses parents. Il est prévu qu'elle rejoigne Sabrina un peu plus tard dans l'après-midi. À présent, on en vient aux détails importants. Alors, d'après Concetta, Sarah est ressortie de la maison à 14h30 pour retourner chez Sabrina pour aller à la mer. D'après la concierge de l'immeuble, Sarah serait sortie à 13h50 puisqu'elle l'a vu passer devant elle tandis qu'elle faisait son ménage. Elle en est sûre, elle dira plus tard oui, j'en suis sûre, j'étais en train de faire mon ménage, je l'ai vu passer devant moi, j'ai regardé l'heure, il était 13h50. Maintenant, d'après tous les relevés téléphoniques que les carabiniers ont pu récupérer, voilà ce qu'il en ressort. Mariangela, donc la copine de Sabrina, lui envoie à 14h23 un SMS pour lui dire « J'enfile mon maillot de bain et j'arrive ». Sabrina lui répond à 14h24 « Ok, je préviens Sarah ». Une minute après, elle envoie 2 SMS à Sarah pour lui demander de se préparer et de la rejoindre chez elle pour aller à la mer. La minute d'après, elle reçoit un bip du téléphone portable de Sarah. En fait, Sarah n'avait pas suffisamment de crédit sur son téléphone portable, donc ce qu'elle avait l'habitude de faire avec sa cousine, c'était de la biper pour répondre par la positive à un message. Genre là, Sabrina lui a dit « Est-ce que t'as bien vu mon texto où je t'ai dit de me rejoindre pour qu'on aille à la mer ?» Sarah envoie un bip pour signifier « Oui, j'ai vu ton texto, j'arrive ». À 14h28, Sabrina envoie un message à Mariangela « Sto tentando in bagno ». Alors, ce détail est très important et vous comprendrez par la suite pourquoi il est important. « Sto tentando in bagno » qui se traduit par « je suis en train d'essayer aux toilettes ». Du coup, là, dans le contexte, ça peut se comprendre par « j'essaie de faire caca ». À 14h39, Sabrina renvoie un message à son amie « je suis prête ». Sous-entendu « c'est bon, j'ai pu couler mon bronze, tu peux passer à la maison ». Encore une fois, souvenez-vous de ces détails, puisque par la suite, ils auront leur importance. Donc en gros, d'après ces relevés téléphoniques, on peut en conclure qu'effectivement, Sarah est bien sortie de chez elle à 14h30, comme l'a indiqué sa mère Concetta. Elle emprunte le chemin pour se rendre chez sa tante, c'est quoi, 400 mètres à peine, et elle s'évapore. À 14h42, Mariangela arrive en voiture avec sa petite sœur devant le domicile des Misseri. D'après Mariangela, Sabrina se tenait en bas du perron, donc à l'extérieur de la maison, alors que d'après Sabrina, en fait, elle l'attendait à l'intérieur, dans la véranda. Alors vous allez me dire, ok, mais on s'en fout en fait, là ce détail, il a l'air d'être insignifiant. Eh ben non, c'est comme pour l'histoire du caca, il faut vous rappeler de ce détail puisque par la suite, durant le procès, il aura toute son importance. Toujours est-il que lorsque Mariangela arrive devant chez les Misseri, Sabrina lui demande si elle a vu sa cousine Sarah. En fait, Mariangela, pour venir en voiture, elle passe par le chemin qu'emprunte Sarah
pour venir à pied de chez sa mère jusque chez sa tante. Mariangela, elle répond à son amie qu'elle n'a pas vu Sarah. Et là, Sabrina lui dit qu'elle est très inquiète puisque depuis une quinzaine de minutes, elle essaie de joindre Sarah par téléphone, mais le téléphone est éteint. Et ça lui paraît très bizarre puisque Sarah a l'habitude de toujours charger son téléphone avant de sortir. Et puis de chez elle jusque chez Sabrina, il y en a pour quelques minutes à pied. Les trois jeunes femmes se rendent chez Concetta, qui vit donc à quelques minutes de là. Et là, Concetta et Giacomo leur disent que non, Sarah est sortie depuis une dizaine de minutes pour se rendre chez les Misseri. Sabrina fait de nouveau l'aller-retour entre chez sa tante et chez elle. Aucune trace de Sarah. Donc là, en retournant chez Concetta, elle s'écrie « Elle a été enlevée, elle a été enlevée ». Elle retourne chez elle et demande encore une fois à sa mère Cosima si elle n'a pas vu Sarah, si elle n'est pas venue entre-temps. Cosima lui dit « Écoute, non, moi je ne l'ai pas vue ». Michele, son père, qui se trouve dans le garage depuis quelques heures pour faire des travaux sur son tracteur, lui répond que lui non plus, il n'a pas vu Sarah. Là, Sabrina envoie des textos à tous ses amis pour leur expliquer la situation, pour leur dire que sa cousine a disparu, pour leur demander de l'aide pour la rechercher. Parmi ses amis, il y a donc le fameux Ivano Rosso. Quand Ivano reçoit le texto de Sabrina, il lui répond du tac au tac, il lui dit « Écoute, arrête de t'inventer des histoires pour attirer mon attention et fous-moi la paix ». Donc lui, en gros, ne croit pas du tout à la disparition de Sarah. Un autre ami de Sabrina, Alessio Pisello, se porte volontaire pour l'aider à rechercher sa cousine. Et à 16h, Concetta se rend à la gendarmerie pour signaler la disparition de sa fille. Très rapidement, la disparition de Sarah fait le tour d'Avetrana. C'est une petite ville, il se passe pas grand-chose. Puis Sabrina a déjà commencé à organiser des recherches, donc tout le monde est au courant. Les carabiniers commencent leurs recherches à partir du journal intime de Sarah et de ses réseaux sociaux. D'après eux, il y a deux scénarios possibles. Soit Sarah a fugué pour attirer l'attention de sa mère, puisque c'est ce qu'elle écrit dans son journal intime, c'est les conversations qu'elle avait également avec ses amis virtuels. Elle souhaite s'enfuir, pourquoi pas devenir célèbre et attirer l'attention de sa mère. Soit Sarah aurait fait une très mauvaise rencontre. Elle aurait donné rendez-vous à l'un des inconnus avec lesquels elle parlait sur internet et en y allant, l'homme en question lui aurait fait du mal, il l'aurait enlevé, lui aurait fait du mal. Du coup, le fameux Antonio dont je vous ai parlé tout à l'heure est interrogé. Bon, il s'avère qu'il a un alibi, il n'est pas du tout impliqué. Et la difficulté pour les enquêteurs, c'est que le téléphone de Sarah est éteint, donc il n'est pas possible de le géolocaliser. Mais du côté de la famille, on ne croit pas du tout à la thèse de la fugue. Sabrina et Cosima expliquent que c'était pas du tout dans le tempérament de Sarah de faire un truc pareil. Elle était très introvertie, assez craintive. Elle n'aurait pas fait un truc pareil. Non. D'après elle, Sarah a été enlevée. Les semaines qui suivent, de nombreuses recherches ont lieu à Avetrana et dans tous les coins de campagne isolés, tandis que les médias se jettent sur cette affaire. Et Sabrina, qui dès le départ a organisé les recherches, va multiplier les interviews. Et plus elle parle aux journalistes, plus son attitude est jugée suspecte. Mais elle continue de s'investir dans les recherches comme de nombreux habitants d'Avetrana. Des flyers sont distribués, les champs sont ratissés, un défilé est même organisé dans la ville pour que l'on retrouve Sarah. Et fait très étonnant, ses mêmes camarades de classe qui l'a harcelée à l'époque, qui se moquaient d'elle, donnent des interviews pour dire à quel point la jeune fille leur manque, à quel point ils sont pressés de la retrouver. Bref, toujours aucune trace de l'adolescente. Mais le 29 septembre, soit plus d'un mois après sa disparition, un événement très troublant se produit. Michele Misseri, donc le père de Sabrina, l'oncle par alliance de Sarah, contacte les carabiniers pour leur expliquer qu'il a retrouvé le téléphone portable de Sarah dans un champ à Contrada Mosca. Il explique qu'il s'est rendu dans ce champ, qui se situe à proximité de chez lui, pour y récupérer un tournevis qu'il avait oublié la veille. Et là, à côté d'un tas de feuillages brûlés, il est tombé sur un téléphone sans batterie et à moitié carbonisé. Il a ensuite appelé sa fille Sabrina pour lui expliquer qu'il venait de trouver un téléphone. Il lui a décrit le téléphone en question et Sabrina lui a confirmé qu'il s'agissait du téléphone portable de Sarah. Là encore, les journalistes se précipitent sur place pour filmer Contrada Mosca, pour interviewer Michele. Et l'une des journalistes qui l'interviewe, en fait, elle va lui dire que c'est quand même assez bizarre, ces deux coïncidences. Le jour de la disparition de sa nièce, il ne travaille pas, il se trouve chez lui. Et un mois plus tard, c'est lui qui retrouve son téléphone portable par hasard. Et Michele, devant les caméras, il est très expressif. Il pleure beaucoup, il est effondré. Il explique qu'il se sent mal d'avoir fait cette découverte, que ça lui fait mal au cœur, puisque il a l'impression qu'il y a quelque chose de très grave qui est arrivé. Et il est très affable, Michele. De nombreux journalistes se précipitent à son domicile pour l'interroger et il les accueille, il parle avec eux sans retenue. Une scène en particulier est filmée, c'est un détail,
mais qui aura toute son importance par la suite. En gros, des journalistes se rendent chez les Misseri pour interroger Michele sur sa trouvaille, et Michele parle avec eux, il leur explique où il a trouvé le téléphone portable, et là, soudain, Cosima arrive à ses côtés, elle lui met un coup sur le bras, et elle le rentre à l'intérieur de chez lui, et elle referme la porte. Les enquêteurs, de leur côté, s'intéressent à toutes les pistes possibles, que ce soit sentimentales, amicales, familiales. C'est pourquoi tous les téléphones portables sont mis sur écoute afin d'intercepter des conversations et de vérifier les SMS. Le premier détail qui les interpelle, c'est un SMS que Sabrina a envoyé à Ivano le soir de la disparition de Sarah. Dans ce SMS, elle écrit à Ivano « Je vais cacher le journal intime de Sarah puisque dedans, elle parle de toi. Elle y a écrit qu'elle est amoureuse de toi. Donc pour éviter que tu aies des problèmes, je vais cacher son journal intime. » Ivano lui a répondu « Évite de me rentrer dans cette histoire, j'ai absolument rien à voir là-dedans. » Donc pour eux, c'est quand même très étrange ce SMS relatif au journal intime de Sarah. Ils ont pu le récupérer par la suite, le journal intime en question. Mais eux trouvent ça quand même très bizarre que le premier réflexe de Sabrina, alors même que sa cousine venait de disparaître, ça a été d'envoyer un message à Ivano pour lui dire « T'inquiète pas, je te protège, de quoi on ne sait pas, je vais cacher le journal intime de Sarah. » Et le 5 octobre, soit une semaine après la découverte du téléphone portable, ils interceptent des propos tenus par Michele Misseri, des propos très étranges. Donc on est le 5 octobre, il est aux alentours de 7 h du matin. Michele Misseri est tout seul dans sa voiture, dans un petit coin de campagne isolé, pas très loin de chez lui. Et là, il tient des propos très étranges dans son dialecte. Il dit des choses qui sont donc interceptées par les enquêteurs. C'est des propos qui sont à peine audibles, mais certains mots sont compréhensibles et une traduction est demandée par le parquet. Alors, j'ai essayé de traduire ces propos en français, qui de l'avis même des Italiens sont incompréhensibles, puisqu'il y a des mots qui sont à certains moments inaudibles, ensuite il y a des silences, et ensuite il dit certaines choses. Donc ce que je fais, c'est que je vous la dis en italien, et ensuite je vous donne la traduction que j'ai pu en faire. J'ai même demandé à une Italienne ce qu'elle pensait de cette phrase, pour voir si ça rejoignait plus ou moins la traduction que j'en avais faite. Vous verrez, c'est des bribes de phrases, c'est pas très compréhensible, mais c'est très bizarre. Mi dispiace per la mia famiglia se vanno, io adesso li scoprirò. Cosa vogliono dire dicano quelli, è andata così che vogliono fare, fanno a tua figlia. Io non gli credo, se uno non fosse voluto andare. Voilà ce que j'en ai traduit. Je suis désolée pour ma famille s'ils partent. Moi, maintenant, je vais les dénoncer. Ils ont qu'à dire ce qu'ils veulent, ça s'est passé comme ça. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Ils font à ta fille, moi je ne les crois pas. Si l'un d'entre eux n'avait pas voulu y aller. Petit détail relativement important, c'est qu'à un moment, quand il dit « Io adesso li scoprirò », qui signifie « moi, maintenant, je vais les dénoncer », en fait, les traducteurs disent qu'il dit soit « Io adesso li scoprirò », qui signifie « moi, maintenant, je vais les dénoncer », soit « Io adesso mi scoprirò », ce qui signifie « moi, maintenant, je vais me dénoncer ». Le lendemain, soit le 6 octobre, Michele sera à la gendarmerie pour un interrogatoire. Là, les enquêteurs vont d'abord évoquer avec lui l'alibi qu'il a fourni pour le 26 août. Michele a dit que cet après-midi-là, il était parti au champ à partir de 14 h 45, puisqu'il avait du boulot. Or, son beau-frère avait lui indiqué aux enquêteurs que Michele était arrivé en fait à 15 h 45. Ce qui laisse un vide d'une heure durant lequel on ne sait pas ce qu'il a fait. Et puis ces propos tenus la veille posent quand même question. Même si les bribes de conversation n'ont pas forcément de sens, on sent qu'elles ont un rapport avec la disparition de Sarah. Et après plusieurs heures d'interrogatoire, Michele Misseri passe aux aveux. Il explique que le 26 août, il se trouvait dans son garage et aux alentours de 14 h 30, Sarah a débarqué pour le saluer. Lui, il était fou de colère parce qu'il n'arrivait pas à réparer son tracteur qui est son outil de travail. Et il dit que Sarah était insistante. Il n'avait pas envie de parler avec elle, il était énervé, mais elle insistait pour parler avec lui. Il l'a alors saisie sous les aisselles, donc il l'a attrapée sous les aisselles et il l'a poussée en direction de la porte en lui mettant un coup de pied aux fesses. Il raconte que Sarah s'est alors retournée vers lui et qu'elle lui a balancé un coup de pied aux noisettes. Et que là, fou de colère, à cause de la douleur, il a saisi une corde qui se trouvait à proximité et il a étranglé l'adolescente.
Tout de suite après avoir tué Sarah, il s'est rendu compte de ce qu'il venait de faire. Il a caché son corps sous un morceau de carton et un peu plus tard, quand Sabrina et Cosima ont aidé pour les recherches, il est parti avec le corps de Sarah à l'arrière de sa voiture et il l'a caché dans une sorte de puits à Contrada Mosca. Donc là, comme vous l'aurez compris, on apprend que Sarah est en fait décédée. Les enquêteurs et le procureur ont quand même du mal avec cette explication. Ils l'auraient tué pour un coup de pied aux noisettes. Ça leur paraît excessif comme réaction. Du coup, il lui demande si en fait, il n'aurait pas tenté d'agresser Sarah, elle se serait défendue et il l'aurait tuée parce qu'elle résistait. Là, il répond que c'est possible. Il sait pas, en fait, il se rappelle plus trop. Michele va changer énormément de versions lors de son interrogatoire du 6 octobre. Un coup oui, un coup non, un coup en fait il l'a tuée parce qu'elle l'énervait, parce que elle insistait pour parler avec lui. Un coup en fait effectivement il a pu avoir des gestes déplacés à son encontre et ensuite il l'aurait tuée. Donc au final on ne sait pas trop, mais la version privilégiée par le parquet est le meurtre après une tentative de viol. Le lendemain, soit le 7 octobre, Michele est une nouvelle fois interrogé. Alors à ce moment-là, la famille de Michele ne sait pas qu'il est interrogé, qu'il vient de passer aux aveux. Personne n'est au courant qu'il vient d'avouer le meurtre de sa nièce. Le même jour, l'émission italienne Chi l'ha visto tourne une émission en direct sur la disparition de Sarah. Des journalistes de l'émission se trouvent chez Concetta à Vetrana. Et pendant le direct, donc pendant que ça tourne, les Italiens sont devant leur télé, l'émission est en direct, Concetta est appelée par les enquêteurs pour lui apprendre la nouvelle. À savoir que Michele vient d'avouer le meurtre de sa fille et qu'à présent ils se rendent à Contrada Mosca pour vérifier si le corps s'y trouve. Donc à ce moment-là, les spectateurs apprennent que Sarah est décédée et le direct continue. Et ce qu'il se passe, c'est que à un moment donné, la journaliste dit à Concetta, écoutez là, par contre, là ça devient quand même assez chaud. Si vous préférez, on peut arrêter le direct. Concetta demande à arrêter le direct, mais l'émission continue. Des journalistes de l'émission sont même envoyés à Contrada Mosca pour y filmer en direct la découverte du corps. Alors, j'ai pas l'habitude, en plein milieu de vidéo, de donner mon ressenti par rapport à une affaire, mais honnêtement, je pense qu'on peut pas tomber plus bas en termes de sensationnalisme, de journalisme. Je sais pas si le terme est correct, mais quand j'ai vu ça, j'avais envie de vomir. Je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? C'est sérieux là, en fait, ils sont vraiment en train de continuer de tourner, ils sont vraiment en train de se rendre dans le champ pour filmer le corps. C'est vraiment dégueulasse. Donc les enquêteurs, sous les caméras des journalistes, se rendent à Contrada Mosca, à l'endroit indiqué par Michele, qui se trouve à proximité de l'endroit où il avait retrouvé le téléphone portable de Sarah. Ils arrivent au niveau du puits qu'il leur indique, et effectivement, au fond du puits, ils retrouvent le corps de Sarah à moitié dénudé et en état de décomposition très avancé. Les habitants d'Avetrana sont particulièrement choqués puisque, en fait, cette histoire, ils la vivent intensément depuis le départ. Et là, pour eux, c'est un double choc. Ils apprennent d'une part que Sarah est décédée et d'autre part que son assassin est son oncle. Michele Misseri, c'est un homme qui est bien vu à Vetrana, c'est un bosseur, c'est un homme qui n'a pas de problème particulier avec les gens. Donc forcément, ils ont du mal à se dire qu'il a pu faire un truc pareil. Le corps de Sarah est transporté pour son autopsie, mais le médecin rencontre d'énormes difficultés pour son rapport, vu l'état de décomposition avancé. Il ne peut pas déterminer le jour de la mort, par exemple. Il ne peut pas non plus savoir si elle a subi des violences d'ordre sexuel. Par contre, il explique qu'effectivement, elle est certainement morte à la suite d'une strangulation. En parallèle, les investigations des enquêteurs leur apprennent quelques points assez importants qui pourraient appuyer le motif sexuel. Tout d'abord, Sarah, à plusieurs reprises, elle a confié à sa mère que Michele lui donnait régulièrement des petites sommes d'argent en lui demandant de garder ça secret. Effectivement, ça paraît bizarre. Pourquoi garder ça secret? D'après les enquêteurs, c'était une approche en fait progressive de la part de Michele. Il essayait d'acheter progressivement les faveurs de la jeune fille. Ils apprennent également que Cosima et Michele rencontraient de gros problèmes entre eux. Leur relation avait commencé à se détériorer depuis 2 ans. À la suite du changement de Michele, il était devenu très agressif depuis 2 ans, très virulent, il pouvait s'emporter pour un rien.
et ils ne dormaient plus ensemble. Et Cosima avait expliqué que tous les deux n'avaient plus d'intimité. Donc là, les enquêteurs se disent que peut-être que Michele ressentait une frustration dans sa vie privée, qu'il avait commencé à devenir agressif depuis quelque temps à cause de sa charge de travail qui était assez conséquente, et que donc tout ça additionné aurait pu lui faire péter un câble le 26 août. Il aurait tenté d'agresser sa nièce et se serait énervé contre elle, l'aurait tuée sous l'impulsivité, parce que depuis quelque temps, il ne partageait plus d'intimité avec sa femme et qu'en plus de ça, il avait des comportements agressifs. Donc tout ça mis bout à bout conforte la tentative de viol qui dégénère ensuite en meurtre. D'après eux, le scénario le plus probable, c'est que ce jour-là, Sarah s'est rendue dans le garage afin de saluer son oncle. Il a tenté d'abuser d'elle, elle s'est défendue, il l'a étranglée. Il est ensuite parti avec le corps à Contrada Mosca, il a abusé du corps sans vie et il l'a caché dans le puits. Cosima et Sabrina sont complètement choquées par les révélations de Michele. Elles ont du mal à croire qu'il a pu faire un truc pareil. Comme je vous l'ai expliqué au départ, Sarah a été très rapidement acceptée dans la famille Misseri. Tout le monde s'occupait d'elle, tout le monde l'aimait énormément, y compris Michele, qui l'a considérée comme sa troisième fille. Donc elles ont du mal à s'imaginer qu'il ait pu faire un truc aussi atroce. Et même Concetta, la mère de Sarah, elle-même, elle doute de la culpabilité de Michele. Elle dit, mais c'était un homme qui est tellement bon, qui est droit, qui est bienveillant, mais il n'aurait jamais pu faire de mal à ma fille. Mais il a avoué. Et à partir de là, les Misseri deviennent les indésirables d'Avetrana. Les gens leur tournent le dos, ils sont insultés, certains les menacent même de mort. Et le 9 octobre, lors des funérailles de Sarah à Avetrana, Cosima et Sabrina ne s'y rendent pas. Elles sont indirectement en fait tenues à l'écart. On leur fait comprendre que leur présence n'est pas souhaitée, donc elles assistent aux funérailles en regardant la télé. Et ce que Sabrina ne sait pas encore, eh bien, c'est que le parquet a l'intime conviction qu'elle est elle aussi impliquée dans la mort de sa cousine. Depuis un petit moment, déjà, les journalistes se posaient la question sur l'implication de Sabrina. Beaucoup d'habitants d'Avetrana également se posaient cette question. Donc là, clairement, ça commence à chauffer sec pour Sabrina. C'est pourquoi Michele Misseri est une nouvelle fois interrogé par le parquet le 15 octobre. Et là, sa version change de nouveau. Il explique qu'en fait, le 26 août, tandis qu'il venait d'étrangler Sarah, Sabrina est descendue dans le garage et elle a vu le corps sans vie de sa cousine et elle se serait écriée oh, mais tu l'as tuée ou mais elle est morte. Donc Sabrina aurait été au courant de la mort de sa cousine et elle aurait ensuite protégé son père. Et puis dans la foulée, il modifie encore sa version. Il explique qu'en fait, Sabrina tenait Sarah tandis qu'il l'étranglait. Le jour même, elle est arrêtée et incarcérée. Lors de son interrogatoire, elle nie toute implication dans la mort de sa cousine et affirme ne pas comprendre les raisons qui ont poussé son père à l'impliquer. Alors, petite parenthèse qui, à mon sens, a son importance, eh bien, c'est que Michele, à partir de son incarcération le 7 octobre, il a commencé à être suivi par un psychiatre et il a été mis sous traitement. On lui administra entre autres des tranquillisants. Et sa fille Valentina, qui s'est rendue en prison pour lui rendre visite quand il a impliqué Sabrina, elle expliquera plus tard que quand elle a rendu visite à son père, elle l'a trouvé très bizarre, il était dans les vapes, il était sonné, il tenait des propos qui n'étaient pas cohérents et il ne se rappelait même pas avoir accusé Sabrina, il se souvenait pas du tout de l'avoir impliquée, ni de ce qu'il s'était passé le 26 août. Moins de 2 semaines après ses précédentes déclarations, Michele Misseri lâche une nouvelle bombe. Le 5 novembre, il est encore une fois entendu par le parquet. Et là, il explique que, en fait, il a uniquement aidé à cacher le corps et que c'est sa fille Sabrina qui a tué Sarah. Bon, alors dans cette nouvelle version qu'il donne, Michele explique qu'en fait, le 26 août, il était chez lui. Sabrina et Sarah se trouvaient à l'intérieur de la maison et toutes les deux jouaient au cheval. En gros, Sarah était à 4 pattes, Sabrina était assise sur son dos et elle lui avait mis une sorte de corde, de foulard autour de la gorge et en fait elle avançait, vous savez, comme un cavalier sur son cheval. Et il dit que malheureusement, sous le poids de Sabrina, Sarah a glissé et elle s'est étranglée avec la corde. Donc d'après le parquet, cette version-là, à savoir que Sarah, 15 ans, et Sabrina, 21 ans, jouaient au cheval ensemble dans la maison, en fait cette version leur paraît tout à fait cohérente. Alors je sais pas pour vous,
Mais moi, c'est précisément à ça que je ne jouais pas quand j'avais 21 ans. Donc je vous avoue que j'ai du mal en fait à croire que cette version a vraiment été consignée par le parquet. Et pourtant, c'est véridique hein, ce que je vous dis là. Ça a vraiment été consigné par le parquet. Donc c'est la version que Michele avance le 5 novembre. Le 19 novembre, il est confronté à Sabrina et il confirme ses accusations. Et ça surprend l'entourage familial, puisque depuis le début de son incarcération, à chaque fois qu'on lui a rendu visite en prison, que ce soit sa femme, ses frères, peu importe des membres de sa famille, Michele s'est toujours accusé d'avoir tué Sarah. Il a toujours dit être l'unique responsable de la mort de sa nièce. Il n'a jamais accusé Sabrina. Donc forcément, ça surprend sa famille. Le mois suivant, il se rétracte officiellement et envoie plusieurs lettres au parquet afin de revenir sur ses aveux. Dans ces lettres, il explique que s'il a accusé sa fille du meurtre, c'est parce qu'il a été d'une certaine façon molesté par les enquêteurs et qu'on lui a dit qu'il risquait la prison à perpétuité. En gros, dans ces lettres, il dit que en fait, les enquêteurs lui ont dit « Écoute, on sait que tu veux protéger ta fille. Si tu maintiens que c'est toi qui l'as tuée, tu vas aller en prison pour perpétuité. Alors que, au contraire, si tu nous dis que il y a eu un accident entre ta fille et Sarah, peut-être qu'elle jouait à un jeu, que finalement ça a mal tourné, Sarah est morte accidentellement, alors à ce moment-là, le juge se montrera clément et Sabrina ira en prison uniquement pour 1 ou 2 ans, 4 ans grand maximum, et à la fin, tout le monde rentrera à la maison main dans la main. Il écrit également une lettre à sa fille Sabrina le 24 décembre pour lui expliquer les raisons pour lesquelles il l'a accusée. Et il rentre un peu plus en détail. Dans ses explications, il lui dit « Écoute, moi à ce moment-là, on m'a forcé à livrer des noms. On m'a dit « C'est soit tu livres un nom, le nom de la personne qui t'a aidé. Si tu maintiens que tu as fait ça tout seul, on va devoir vérifier du côté des membres de ta famille qui à ce moment-là n'avaient pas d'alibi. » Là, il aurait eu le choix entre 3 noms. Son frère Carmele, sa femme Cosima et sa fille Sabrina. Et il s'est dit que s'il accusait Sabrina d'avoir tué Sarah accidentellement, elle n'irait pas en prison ou alors elle aurait une toute petite peine. Mais malgré toutes ces rétractations, c'est trop tard, la machine judiciaire est déjà en route. À partir de là, les enquêteurs vont rechercher de nouveaux témoignages, des témoignages qui puissent consolider cette nouvelle version livrée par Michele. Donc tout d'abord, on a la concierge. Vous savez, la concierge qui dit avoir vu Sarah sortir à 13h50 alors que sa mère affirme qu'elle est sortie à 14h30. Pour le parquet, l'horaire 13h50 est le bon. Pour une raison très simple, c'est que si Sarah est sortie à 13h50, elle arrivait un peu avant 14h, ce qui laissait largement le temps à Sabrina de tuer sa cousine avant l'arrivée de Mariangela. Et pour expliquer la raison pour laquelle ils privilégient le témoignage de la concierge, ils disent que des témoins ont aperçu Sarah aux alentours de 14h marcher en direction de chez les Misseri. Alors, le souci qu'ils rencontrent, c'est que les témoins en question disent qu'elle était habillée en noir, alors qu'à ce moment-là, elle était habillée en rose. Ceci étant, le matin même de sa disparition, Sarah était habillée en noir. Ce qui voudrait dire qu'ils auraient pu confondre le moment où ils l'ont vue passer le matin avec l'après-midi. Mais pour les enquêteurs, c'est un détail au vu de tous les autres témoignages qui viennent s'ajouter. On a par exemple les voisins directs des Misseri, Anna Pisano et sa fille Vanessa, qui ont beaucoup de choses à dire aux enquêteurs. Anna raconte que le 26 août au matin, elle était chez les Misseri, elle était avec Sabrina pour un soin esthétique, et elle dit que lorsque Sarah est arrivée le matin, elle était très triste, elle n'était pas dans son assiette, et elle ajoute que Sabrina semblait nerveuse et assez agitée. Sa fille Vanessa, quant à elle, affirme que Sabrina a eu des comportements très bizarres à la suite de la disparition de Sarah. Elle lui aurait confié par exemple qu'elle était certaine que Sarah avait été enlevée pour un trafic d'organes. En gros, elle lui a dit « Ouais, mais moi je suis sûre qu'on l'a enlevée pour lui voler ses organes, alors elle est certainement morte. » Et Vanessa et Anna ajoutent que Sabrina ne semblait pas du tout triste de la disparition de Sarah. Au contraire, elle était totalement indifférente. Pour les enquêteurs, la piste est la jalousie sentimentale. Sabrina, jalouse de Sarah à cause de l'intérêt qu'Ivano lui portait, l'aurait tuée. C'est pourquoi sa copine Mariangela est de nouveau interrogée par les enquêteurs sur la soirée du 25 août, donc la soirée qui a précédé la disparition de Sarah. Et cette audition est très particulière. Je vais vous la retranscrire oralement, puisque je n'ai pas le droit de passer le passage en question. Alors pour recontextualiser dans la conversation, le procureur fait référence de la soirée du 25 août, au moment où Sabrina, Mariangela et Sarah se trouvent dans la voiture de Mariangela pour se rendre au bar. Donc là, une conversation concernant Ivano aurait eu lieu dans la voiture. Début de la conversation, le procureur s'adressant à Mariangela.
Est-il vrai que Sabrina vous a regardé et vous a dit qu'elle et Ivano ne se parlaient plus trop, qu'ils parlaient uniquement avec Sarah dorénavant? Est-il vrai qu'elle vous a dit ça d'un ton ironique en montrant du doigt Sarah assise à l'arrière de la voiture? Sarah a alors baissé la tête et s'est mise à pleurer. Mariangela. Sur ce point-là, elle aurait pleuré. En gros, Mariangela lui fait comprendre qu'elle n'est pas trop sûre en fait de ce point-là. Le procureur. Est-ce que cette scène a eu lieu ou pas? Mariangela. Non mais ça me semble bizarre l'histoire des pleurs, j'ai pas ce souvenir. Le procureur. Pourquoi Sabrina s'est-elle énervée contre Sarah ce jour-là? C'est de ça dont il est question. Mariangela. J'en sais rien. Le procureur. Mais vous étiez présente. Essayez de vous rappeler. Vous ne pouvez pas ne pas avoir entendu la conversation. Mariangela. Je n'arrive pas à me souvenir. Le procureur. Vous mentez. Mariangela. Je ne me souviens même pas qu'elle se soit disputée dans la voiture. Le procureur. Ce n'est pas possible. Vous avez forcément entendu la conversation. Mariangela. Mais je ne me souviens pas de cette dispute. Le procureur. Écoutez, vous devez nous dire ce qu'il s'est exactement passé ce soir-là. Mariangela. Mais je n'ai pas le souvenir qu'elle se soit disputée dans la voiture, vraiment. Le procureur. Est-ce vrai que Sabrina a dit qu'à présent, Ivano parlait seulement avec Sarah? Mariangela. J'ai jamais entendu ça. Le procureur. C'est vrai ou pas? Elle l'a dit? Dites oui. Mariangela. Oui. Le procureur. Est-ce vrai que Sabrina a dit que Sarah se donnait facilement pour un câlin? Dites oui. Mariangela. Oui, oui. Fin du passage. Bon, je trouvais très intéressant de vous retranscrire le passage de cette audition, puisque selon moi, ça permet de voir les choses de façon un peu plus complète. Bon, à partir de là, je vous préviens de suite, ça va commencer à partir dans tous les sens. Hein. Donc, pour bien replacer le contexte avant de continuer, parce que j'ai peur que vous soyez perdus, moi-même, je l'ai été. Hein. Michele est en prison, il est incarcéré. Sabrina est incarcérée, donc c'est elle qui est accusée à présent du meurtre de Sarah. D'accord ? Son amie Mariangela a été interrogée par le procureur. Je vous ai retranscrit l'audition. Donc d'après le procureur, la veille de la disparition de Sarah, Sabrina a embrouillé Sarah sur le fait qu'Ivano était de plus en plus proche d'elle. Le 23 février 2011, Carmine Misseri, le frère de Michele, et Cosimo Cosma, le neveu de Michele, sont arrêtés pour complicité de dissimulation de cadavres. D'après leur relevé téléphonique, le 26 août, Michele les a appelés à 15h et à 18h. Pour le parquet, ça ne peut signifier qu'une seule chose, il les a contactés pour l'aider à cacher le corps de Sarah. 2 semaines après, soit le 10 mars, ils sont relâchés en attendant la validation des preuves préliminaires par le parquet. En gros, ça signifie que le parquet doit décider de la validation des preuves qu'on lui présente avant de les inculper. Ivano Russo, quant à lui, est mis en examen pour faux témoignage. En gros, ce qu'il s'est passé, c'est que lorsque les gendarmes avaient vérifié les alibis de tout l'entourage de Sarah Scazzi, Ivano leur avait expliqué que l'après-midi du 26 août, il se trouvait chez lui avec sa mère et son frère, et qu'après avoir mangé, il était parti dans sa chambre pour faire une sieste. Questi sono scritti cose assurde, la Sabrina si stizzava con quella perché la si avvicinava a me, ma la mia non si avvicinava. No, io l'avevo vista invece, guarda che nemmeno non è mai uscito solo con la ragazzina. No, gli chiedevo che cosa, dice mio figlio stava dormendo sopra. Sicuro, io sono sicuro perché c'era anche mio figlio e mia cognata che stavano sopra, arrivarono in ritardo, quel giorno c'era la partita del Napoli, c'era la partita del Napoli. No, non è che arrivarono in ritardo. Arrivarono in ritardo, io e mio figlio, Iva, già avevamo mangiato, e lui si andava subito dopo per andare a dormire. E quindi lui neanche li ha visti. No, tu l'hai visti, l'hai dimenticato a dire, non ti guardi. Mais entre-temps, son ex-conjointe Antonietta a raconté aux enquêteurs qu'Ivano lui avait confié que l'après-midi du 26 août, il était sorti faire des courses aux alentours de 14h et qu'il avait vu Sarah et Sabrina s'embrouiller devant la maison des Misseri. Quand il est interrogé par rapport à ça, Ivano, lui, il nie complètement cette histoire. Il dit « Ah non, écoutez, moi je suis jamais sorti faire des courses et j'ai même jamais dit ça à Antonietta. » Lui, il explique le témoignage de son ex
par une volonté de vengeance. En gros, comme il l'a quittée, elle cherchera à se venger de lui en l'impliquant dans la disparition. Le problème, c'est que durant son interrogatoire, Ivano s'embrouille, il dit des inexactitudes, puis il faut pas oublier l'appel téléphonique qu'il a eu avec sa mère, où il est quand même question de mensonges. Donc ça laisse penser aux enquêteurs qu'il ment et qu'il a bien vu quelque chose le 26 août. Les deux anciens avocats de Sabrina Misseri sont eux aussi mis en examen, Vito Russo Jr. et Giuseppe Nigro. Alors eux, ils sont mis en examen pour manquement déontologique. Ils sont accusés d'avoir demandé à Ivano Russo de mentir aux enquêteurs concernant sa relation avec Sabrina. En fait, quand Sabrina a été mise en examen à la suite des accusations de son père, ces deux avocats sont allés voir Ivano, ils lui ont dit « Écoutez, le mieux que vous puissiez faire dans ce cas-là, c'est de dire que vous et Sabrina, il n'y avait pas vraiment de relation entre vous, qu'elle n'était pas amoureuse de vous. Dites que c'était plutôt Mariangela qui avait le béguin pour vous. » Leur but, c'était bien évidemment de faire tomber le mobile du meurtre par jalousie. Alors, petite parenthèse, l'avocat Vito Russo Jr. et Ivano Russo n'ont a priori aucun lien de parenté. Le 9 avril, un nouveau témoin est entendu par les enquêteurs. Un fleuriste du nom de Giovanni Bucolieri qui travaille à Avetrana. Bon, là je vais essayer de vous expliquer du mieux que je peux la raison pour laquelle Giovanni a été entendu par les enquêteurs. En gros, Giovanni travaille avec Vanessa Pizzano, vous savez, la voisine directe, la fille de la voisine directe des Misseri, d'accord? Un jour au travail, il lui a dit, quelques semaines plus tôt au travail, il lui a dit « Écoute, j'ai fait un rêve qui est très bizarre, mais je sais pas si c'est vraiment un rêve ou si j'ai vraiment vu ce que j'ai vu parce que ça me semble un peu confus. » Vanessa lui a dit « Bah, vas-y, explique-moi, t'as vu quoi ?» Il lui dit « Bah, dans mon rêve, ou dans ce que j'ai l'impression d'avoir vu, sans vraiment m'en souvenir, je vois Sarah en train de courir dans la rue, donc une rue pas très loin de sa fleuristerie. Il dit, je la vois en train de courir et derrière elle, il y a une voiture qui est à sa poursuite. À l'intérieur de cette voiture, il y a Cosima au volant et Sabrina qui se trouve à ses côtés. À un moment, Sarah se cache derrière un bâtiment, mais Cosima parvient à la rattraper. Elle sort de sa voiture, elle attrape Sarah par les cheveux et elle la fait monter de force à l'intérieur du véhicule. Donc Giovanni a expliqué à Vanessa qu'il ne se souvient pas s'il s'agit d'un rêve ou d'une scène à laquelle il a vraiment assisté. Vanessa rentre chez elle et elle en parle directement à sa mère Anna. Elle lui dit « Ouais, voilà, regarde ce qu'il m'a raconté. » Alors Anna, quand elle entend ça, son premier réflexe, c'est de contacter Giovanni et de le convaincre de se rendre à la gendarmerie. Elle lui dit « Écoute, là, la scène à laquelle tu as assisté, c'est beaucoup trop grave pour que tu le gardes pour toi. Il faut absolument que tu en parles à la gendarmerie. » Giovanni, du coup, sous la pression d'Anna, se rend à la gendarmerie. Et là, il leur explique cette scène, mais il ne leur précise pas qu'il s'agit selon lui d'un rêve. 2 jours plus tard, il se rend à la gendarmerie et il se rétracte. Il leur dit, écoutez, moi ce que je vous ai raconté il y a 2 jours, en fait cette scène je l'ai rêvée mais je l'ai jamais vue de ma vie. Eh bien figurez-vous que pour les carabiniers et pour le parquet, cette déclaration est capitale et viable. Alors c'est pas qu'ils pensent que Giovanni est une chouefa, une sorcière, une voyante pour ceux qui connaissent pas le mot, mais en fait ils pensent que Giovanni a vraiment vécu cette scène le 26 août, qu'il n'en a pas parlé aux carabiniers parce qu'il ne pensait pas que c'était nécessaire de le faire et qu'à présent il se rétracte parce qu'il a peur d'être poursuivi pour obstruction à la justice. A noter quand même que depuis qu'il s'est rétracté, Giovanni n'est jamais revenu sur sa rétractation. Il a toujours maintenu qu'en fait, il s'agissait uniquement d'un rêve. Et on y reviendra par la suite, mais ça va lui causer quelques problèmes avec la justice. Donc sur la base de la déclaration de Giovanni, Cosima Misseri est arrêté le 26 mai pour séquestration et complicité de meurtre. Un meurtre commis par sa fille Sabrina, qui est incarcérée depuis maintenant 6 mois. D'après le parquet, à présent, le scénario le plus probable est celui-ci. Le 26 août, Sabrina et Sarah s'embrouillent. Elle se sauve de la maison. Cosima la pourchasse en voiture dans les rues d'Avetrana. Elle la retrouve à proximité d'un bâtiment, donc dans un coin assez isolé. Elle la fait monter de force dans sa voiture. Giovanni assiste à la scène. Cosima retourne ensuite chez elle et dans la maison, elle aide sa fille Sabrina à étrangler Sarah. Donc Cosima aurait maintenu Sarah tandis que Sabrina l'étranglait. Et le 30 mai, Michele Misseri est relâché. Le seul chef d'accusation retenu contre lui est la dissimulation de cadavres. Il risque 8 ans de prison. Dès le lendemain, et sous les caméras des journalistes, il accepte de procéder à une reconstitution de ce qu'il s'est passé le 26 août. Donc oui, vous avez bien compris, Michele explique aux journalistes la façon dont il a tué Sarah. Allora,
Quindi questo è il posto dove è morta Sara? Sì, sì, questo è il posto dove è morta Sara. Quindi il trattore stava qua, in questa posizione più o meno, e ero troppo nervoso perché non partiva il trattore. Stiamo parlando del pomeriggio del 26 agosto del 2010. Del 26 agosto 2010. Quindi quando io stavo per il trattore che non partiva, da dietro io non l'ho vista quando è scesa Sara, è venuta in questa posizione, è scesa qui. Ricordo solo queste parole: zio, perché stai bestemmiando? Perché stai bestemmiando? Bestemmiando. E ho detto io: Sara, vattene, cioè veramente ho detto va banne. E poi detti altre parole che non l'ho capita. Allora mi stava dando fastidio, io l'ho presa di spalle, l'ho presa così, l'ho sollevata per andarsene, però a quello spostamento che ho fatto ha dato un calcio all'indietro. Cioè ho avuto una calcia alle parti basse, dico io sempre. Quindi è venuto col calcio, questo calore alla testa, non ci ho visto niente più. C'era solo un pezzo di corda sul parafango. Io non ricordo solamente come ho messo la corda, però la corda la ricordo che l'ho presa. Scusami, quando tu l'hai presa e lei ti ha dato questo calcio, non l'hai lasciata cadere? No, è rimasta in piedi. Cioè, vuol dire, tu hai avuto il tempo di andare a prendere la corda dal trattore? No, questo movimento ho fatto così. Quindi hai preso la corda? Et malgré toutes ces lettres de rétractation et ces interviews pour s'accuser du meurtre de Sara Scazzi, il explique qu'il est le seul responsable, eh bien le parquet valide les preuves préliminaires le 1er juillet. Le 10 janvier 2012, le procès s'ouvre à la cour d'assises de Taranto. Sabrina et Cosima continuent de clamer leur innocence, tandis que Michele continue de clamer sa culpabilité. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de revenir sur tous les détails que je vous ai énoncés dans la vidéo. Vous savez, quand je vous disais, retenez bien ce détail, il est important. Donc là, on va revenir dessus. L'avocat général met en avant plusieurs points. Je vous ai parlé, vous savez, de l'horaire de sortie de Sara. Donc comme je vous l'ai expliqué, le parquet avait privilégié la sortie à 13h50. Comme ça laissait largement le temps à Sabrina et Cosima de tuer Sara. D'accord ? Les témoins sont amenés à déposer à la barre. Donc on a Conchetta qui d'un côté dit que sa fille est sortie à 14h30. D'un autre côté, on a la concierge qui dit non, elle est sortie à 13h50. Mais à côté de ça, on a tous les relevés téléphoniques. Vous savez, au moment où les jeunes femmes discutaient entre elles par texto, qui prouvent que l'heure de la sortie de Sara serait vraisemblablement 14h30, si on se fie aux relevés téléphoniques. Souvenez-vous qu'à 14h28, Sabrina a envoyé un texto à Mariangela pour lui dire « Sto tentando in bagno ». Selon l'avocat général, il n'est pas possible que Sabrina ait eu son téléphone entre les mains pendant qu'elle était aux toilettes. Genre, en gros, il dit « Mais comment elle aurait pu faire pour être aux toilettes en train d'essayer de déféquer, se lever d'un coup, récupérer son téléphone portable, envoyer un texto à son ami ?» Il dit « Oh non, si elle a écrit « Sto tentando in bagno », c'est qu'en fait, à ce moment précis, elle était en train d'assassiner Sara. Et du coup, elle a envoyé ce texto, en gros, pour gagner du temps. Donc l'explication qu'il fournit par rapport à ce texto tient uniquement si on prend en compte le témoignage de la concierge qui dit que Sara est bien sortie à 13h50 et non pas à 14h30 comme l'affirme sa mère. Puisque le texto Sto tentando in bagno de Sabrina a été envoyé à 14h28. Maintenant, concernant les déclarations de Mariangela, vous savez au début quand je vous ai dit qu'en arrivant devant la maison des Misseri, elle a dit que Sabrina se trouvait en bas du perron, alors que Sabrina, elle dit qu'elle se trouvait en fait dans la véranda. L'avocat général explique qu'en fait, Mariangela a forcément raison, Sabrina se trouvait bien en bas du perron, et que si elle se trouvait en bas du perron, c'était pour dissuader son amie de rentrer à l'intérieur de la maison pour éviter qu'elle ne tombe sur le corps sans vie de Sara. Bon, l'avocat général parle bien évidemment de l'obsession de Sabrina pour Ivano. Afin d'appuyer son propos, selon lui, elle était complètement obsédée par Ivano. Il parle également de la déposition que Mariangela a faite, vous savez, celle que je vous ai lue dans son audition. Donc elle se serait disputée la veille à propos d'Ivano. Sabrina était extrêmement remontée, d'autant que le lendemain, Anna Pisano affirme que Sabrina avait l'air agitée et nerveux, tandis que Sara semblait triste, semblait renfermée. Donc pour l'avocat, tous ces petits éléments prennent leur sens. Concernant l'implication de Cosima, puisque
En gros, Cosima, hormis le rêve d'un fleuriste, disons que c'est un peu la grande surprise parce qu'on voit pas trop en fait ce que les enquêteurs ont pu trouver sur elle. En gros, ils n'ont rien trouvé sur elle, les enquêteurs. L'élément qu'ils vont mettre en avant, c'est un reportage télé durant lequel donc des journalistes se rendent devant la maison des Misseri. Donc là, ils filment Michele le jour où il a découvert le téléphone portable dans le champ. Et là, on voit Cosima qui s'approche de Michele, qui lui met un coup au niveau du bras pour le faire entrer à l'intérieur de la maison. D'après l'avocat général, ça signifie simplement que Cosima, étant complice du meurtre de Sarah et ayant peur que Michele n'en dise trop, la faire entrer à l'intérieur de la maison. Bon, je ne vais pas vous énumérer tous les points qui ont été évoqués durant le procès. Là, je vous évoque vraiment les points les plus importants. Maintenant, on va passer du côté de la défense. Tout d'abord, on a le psychiatre qui a suivi Michele durant son incarcération. Donc, il l'a amené à témoigner. Et là, il explique que pendant tout le temps qu'il a suivi Michele en prison, il n'a jamais impliqué sa fille dans le meurtre de Sarah Scazzi. Du début à la fin, il a toujours maintenu qu'il était l'unique coupable du meurtre de sa nièce. Il n'a jamais impliqué personne d'autre. Et c'est également le cas des co-détenus de Michele qui ont parlé avec lui pendant qu'il était en prison. Et Michele leur a toujours dit que c'était lui le coupable du meurtre de Sarah Scazzi. Donc là, en soi, hormis aux procureurs et aux enquêteurs, Michele Misseri n'a jamais impliqué ni sa femme ni sa fille. Par rapport à la phrase bizarre qu'il a tenue en dialecte dans sa voiture, là la défense dit qu'il n'a pas dit « je vais les dénoncer » mais « je vais me dénoncer » et que ça concorde parfaitement avec le fait que le lendemain, il s'est rendu à la gendarmerie. Donc effectivement, là, cette phrase peut être interprétée par l'avocat général comme une preuve de la culpabilité de Sabrina, mais d'un autre côté, on peut aussi l'interpréter comme la preuve de sa propre culpabilité. Donc eux, la défense, met en avant que non, cette phrase, en fait, le sens de toutes ces petites phrases, de tous ces mots assez incompréhensibles, c'était plutôt le fait d'un homme qui était complètement dévasté par le meurtre qu'il avait commis, qui était rongé par la culpabilité et qui souhaitait se livrer aux autorités. Et la défense fait également témoigner Dora Serrano, la sœur de Cosima et de Concetta, qui explique que lorsqu'elle était beaucoup plus jeune, Michele a tenté de l'agresser sexuellement. Donc là, ça pourrait conforter le premier scénario, à savoir que Michele a tenté d'agresser sexuellement sa nièce avant de la tuer. Le procès dure plus d'1 an, il est suivi par des millions d'Italiens. Bon, les journalistes, voilà, vous avez compris, ils se rendent tous les jours au tribunal. C'est vraiment à ce moment-là l'affaire qui intéresse le plus, l'affaire qui vend le plus. Surtout, je dirais qu'en termes de traitement médiatique, l'équivalent, c'est l'affaire Meredith Kercher. Toujours est-il que le 20 avril 2013, la cour d'assises rend son jugement. Sabrina et Cosima Misseri sont reconnues coupables. Elles sont condamnées à la réclusion à perpétuité pour séquestration, homicide volontaire et dissimulation de cadavre. Michele Misseri est condamné à 8 ans pour dissimulation de cadavre. Carmine Misseri, le frère de Michele, et Cosimo Cosma, le neveu de Michele, sont condamnés à 6 ans pour complicité de dissimulation de cadavre. Il y a eu d'autres condamnations pour des personnes faisant partie de l'entourage de la famille Misseri, mais on y reviendra plus tard puisque en fait ces condamnations concernent uniquement des chefs de faux témoignages. Le 27 juillet 2015, la cour d'appel de Taranto confirme la réclusion à perpétuité pour Sabrina et Cosima Misseri et la peine de 8 ans pour Michele Misseri. Il se pourvoit en cassation, mais le 21 février 2017, les peines sont une nouvelle fois confirmées. Michele Misseri, jusque-là, il comparaissait libre. Donc là, une fois que la Cour de cassation a rendu son jugement, il est incarcéré pour effectuer sa peine. Carmine Misseri, son frère, voit sa peine réduite à 5 ans. Donc il a pu bénéficier d'1 année en moins. Quant à son neveu, Cosima Cosma, il est mort en 2014 d'une tumeur. Donc l'action publique s'éteint dans son cas. Pour information, il s'agissait du dernier recours pour Sabrina et Cosima d'obtenir la révision de leur procès. Et maintenant, on va voir plus en détail les autres condamnations. Le 24 novembre 2017, Giovanni Bucolieri, le fleuriste qui fait des rêves, est condamné à 2 ans et 8 mois de prison pour fausse déclaration. Concrètement, ce qu'on lui reproche à Giovanni, c'est de mentir en disant qu'il a fait ce rêve. On considère qu'il a vraiment vu cette scène, mais qu'il ment en affirmant qu'il s'agissait d'un rêve. Il a accepté cette décision, donc il a accepté sa peine de prison. Et ce point est selon moi l'un des plus importants de toute cette affaire pour une raison assez simple, c'est que si Giovanni Bucolieri avait vraiment vu cette scène, il le reconnaîtrait et il échapperait ainsi à la prison. En maintenant
qu'il s'agissait d'un rêve et qu'il n'a jamais vu Cosima enlever Sarah, en fait il risque la prison, il prend la peine d'aller en prison et il accepte cette décision. Donc d'après moi, ce que l'on peut en déduire, c'est que cette scène n'a jamais existé. Et pour pousser la réflexion même un peu plus loin, je dirais que s'il a été condamné, c'est pour maintenir la condamnation de Cosima. Puisque en somme, si on le condamne, c'est pour montrer qu'il a forcément vu cette scène, mais qu'il ment. Puisque si on décide qu'il dit la vérité quand il explique qu'il s'agit d'un rêve, alors à ce moment-là, l'implication de Cosima tombe à l'eau, puisque de base, Cosima a été arrêté sur la base de ce rêve, de cette déclaration. Donc là, s'il n'est pas condamné, s'il est acquitté par rapport à ce chef d'accusation, on reconnaît que dès le départ, Cosima a été arrêté par erreur. Et si on reconnaît que Cosima a été arrêté par erreur, une grosse partie du dossier s'effondre et il faut réouvrir un procès. Le 22 janvier 2020, le tribunal de Taranto prononce donc les condamnations pour les personnes qui sont accusées de faux témoignages et de calomnie envers les carabiniers. Alors tout d'abord, on a Michele Misseri qui se trouve déjà en prison pour sa peine de dissimulation de cadavre. Et à ce procès, il est condamné à 4 ans de prison pour autocalomnie. Depuis ses rétractations officielles au mois de décembre 2010, Michele a toujours maintenu qu'il avait menti, que Sabrina n'était pas impliquée, que sa femme n'était pas impliquée, qu'il avait été le seul à commettre ce meurtre et à dissimuler le cadavre. Dans la mesure où Sabrina et Cosima ont déjà été condamnés pour ce fait, la justice considère que ses propos sont préjudiciables. Ivano Russo, lui, est condamné à 5 ans pour entrave à la justice et faux témoignage. On a considéré qu'il avait bien vu Sabrina et Sarah se disputer devant chez les Misseri le 26 août, mais qu'il ne veut toujours pas l'avouer. Sa mère et son frère sont également condamnés à 3 et 2 ans de prison pour fausses déclarations, puisqu'à l'époque, ils avaient affirmé qu'Ivano se trouvait à la maison à ce moment-là. Alessio Pisello, donc l'un des amis de Sabrina, est condamné à 3 ans pour faux témoignage. Alors concernant Alessio, c'est l'un des amis de Sabrina qui l'a aidé au tout départ à rechercher Sarah le 26 août. Je ne suis pas parvenue à trouver pour quelle raison il a été condamné. Je vous avoue que j'ai cherché, mais c'était juste indiqué qu'il avait été condamné pour faux témoignage. Dora et Giuseppe Serrano, la sœur et le frère de Cosima, sont condamnés à 3 ans et 6 mois de prison pour fausses déclarations et calomnie. La justice a considéré que Dora avait menti à la barre lorsqu'elle avait déclaré avoir été abusée par Michele quand elle était plus jeune. Maurizio Misseri, le neveu de Michele, et la mère de Maurizio sont condamnés à 3 ans. Donc là encore, ils sont condamnés pour faux témoignages, mais je ne suis pas parvenue à savoir de quoi il était question. Bon, il y a eu d'autres personnes qui ont été condamnées pour fausses déclarations et calomnie envers les carabiniers. Je ne vais pas rentrer dans le détail et vous les énumérer puisque ce serait trop long et c'est pas forcément pertinent. Pour résumer, 11 personnes au total sont condamnées pour fausses déclarations et ou calomnie envers les carabiniers. Et la seule personne à avoir été acquittée, c'est Antonietta Genovino. Vous savez, l'ex-fiancée d'Ivano Russo, elle avait expliqué aux enquêteurs qu'Ivano lui avait confié avoir vu Sarah et Sabrina se disputer le 26 août. Actuellement, Cosima et Sabrina Misseri sont toujours incarcérées à Taranto. Elles partagent la même cellule et elles travaillent à l'atelier de couture du centre pénitentiaire. Elles ont participé à l'émission Storie Maledette lorsqu'elles tentaient un recours devant la cour de cassation. Elles maintiennent leur innocence en espérant un jour pouvoir sortir de prison, même si elles ont épuisé tous les recours possibles. Michele Misseri, quant à lui, est libérable à partir de 2024. La famille Serrano, donc les frères et les sœurs de Cosima, ont toujours clamé qu'ils croyaient en l'innocence de Cosima et de Sabrina. Ils leur rendent très régulièrement visite en prison. Valentina, la sœur de Sabrina, la fille de Cosima, leur rend également visite très régulièrement. Elle aussi croit en l'innocence de sa sœur et de sa mère. Et elle a coupé les ponts avec son père, qui selon elle a détruit leur famille. La seule personne qui refuse de leur parler et qui ne leur a jamais rendu visite en prison, c'est Concetta, qui considère que sa sœur a forcément quelque chose à voir dans la mort de sa fille et que Sabrina est la meurtrière de Sarah. Elle les invite très régulièrement par le biais de la presse à se convertir à sa croyance afin de trouver le chemin de la paix. La famille Misseri, à savoir les frères, les sœurs de Michele Misseri, ont complètement coupé les ponts avec lui, mais aussi avec Sabrina et Cosima. À ce jour, Michele Misseri continue de clamer sa culpabilité. Il jure être le seul coupable du meurtre de cette adolescente de 15 ans qui, une après-midi d'été 2010, voulait simplement se rendre à la mer avec sa cousine. Bon, écoutez, comme on dit, avec une famille comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Je mets les pieds dans le plat direct. À mon sens, il s'agit de la plus grosse erreur judiciaire italienne.
j'ai été très étonnée de tout le déroulé en fait de l'enquête, du procès. J'ai été étonnée de voir à quel point on essayait de faire rentrer des ronds dans des carrés, des triangles dans des losanges. En fait, j'ai trouvé que c'était très bizarre cette enquête, la façon dont elle a été menée. Après, bon, moi je vous dis ça en fonction de mes recherches à moi et de mon ressenti à moi. Ce qui veut dire que vous pouvez très bien penser qu'elles sont coupables ou qu'elles sont innocentes, peu importe. Mais la personne qui me fait le plus de peine, hormis Sarah Skazzi, bien évidemment, qui a... Enfin, la pauvre enfant, quoi. Je veux dire, là, c'est horrible ce qui lui est arrivé. Et puis la façon dont on découvre ensuite son corps à la télé. Non, mais on peut pas manquer plus de respect que ça à un être humain, en fait. Vraiment, là, le truc de Kill Visto, je me suis dit... Je crois qu'en vrai, en termes de déchéance humaine, on peut pas faire plus bas. C'est quoi la prochaine étape en fait? Carrément là, on va filmer la découverte d'un cadavre. J'étais trop choquée. Bon, bref, parenthèse fermée, mais pour en revenir à la personne qui me fait vraiment le plus de peine dans cette histoire, c'est Cosima Misseri. Autant Sabrina, je peux comprendre qu'il y a eu des suspicions parce qu'effectivement, elle avait un comportement parfois qui était assez troublant, quoi. Le coup du journal intime avec Ivano, puis toutes ces interviews. Elle était relou, franchement, dans certaines interviews. Moi-même, j'avais envie de lui dire, honnêtement, Sabrina, ferme ta bouche maintenant, t'en as assez dit. Mais je me dis, bon, elle avait quoi, 20 piges, à 20 ans, qui n'était pas relou. Moi-même, à 20 ans, non, à 20 ans, j'étais pas relou. C'est maintenant que je suis relou. À 20 ans, j'étais archi pas relou. Mais je me dis, bon, c'est normal, elle était immature. Mais Cosima, en fait, je vois pas le rapport. La meuf, elle a été inculpée quand même sur la base d'un rêve. Je la sens profondément innocente. J'ai vu l'émission Storie Maledette présentée par Franca Leosini. Franca Leosini, pour le coup, dans cette interview, je l'ai trouvée vraiment désagréable. Je l'ai pas trouvée top. Elle posait des questions qui avaient ni queue ni tête. Pour vous donner un exemple, à un moment donné, elle dit à Sabrina, mais Sabrina, il faut quand même que tu comprennes que les gens n'arrivent pas à croire qu'un père puisse accuser sa fille de meurtre si elle n'a pas commis ce meurtre. Sabrina lui répond, et les pères qui abusent de leur fils, ça n'existe pas. Et là, Franca lui dit, non mais attends, tu me réponds à une question par une autre question. Genre, t'essaies d'esquiver ma question. Mais au contraire, j'ai trouvé que sa réponse à Sabrina était très pertinente. Enfin, c'est pas un argument, ça. C'est ton père, il pourrait pas t'accuser. Enfin, à ce compte-là, demain, en fait, une jeune fille qui dit qu'elle a été abusée par son père, on va lui dire quoi? Bah non, c'est ton père, il pourrait pas abuser de toi, c'est pas possible. Mais c'est pas un argument. Et en fait, je trouvais cette interview dépourvue de sens, parce que autant habituellement j'aime beaucoup son travail à Franca Leosini, c'est d'ailleurs l'une des seules émissions criminelles italiennes que je regarde, Storie Maledette, mais autant là, je me suis dit mais c'est n'importe quoi. Les questions, elles ont pas de sens. Pareil quand elle parle avec Cosima, que j'ai trouvé extrêmement touchante, mais aussi que j'ai trouvé très drôle. Parce qu'elle a un humour assez cocasse, hein, Cosima. Enfin, un humour. C'est qu'elle est très sarcastique. Et à un moment, Franca lui dit, mais enfin, vous comprenez quand même, votre fille, elle a fait des petits bails avec Ivano dans un champ la nuit. Enfin bon, c'est normal, ça pourrait mettre n'importe qui en rage au point de vouloir tuer. Et Cosima lui répond, mais vous me dites, c'est n'importe quoi ce que vous me dites. Vous vous rendez compte quand même qu'aujourd'hui, il y a même des couples mariés qui pratiquent l'adultère, on n'en vient pas au meurtre. Là, c'était deux jeunes qui n'étaient pas mariés, qui ont fait des petits bails, mais c'est pas une raison de tuer, ça. Bon, on va dire que ce que j'en retire, en tout cas, de cette affaire, je suis désolée, je vous parais fatiguée, mais je vais vous montrer que je blague pas. Hein. Je vous montre l'heure qu'il est. Il est 6h17. Cette vidéo, je crois que j'ai mis 5 ou 6 heures à la tourner, alors que je pense pas qu'elle va faire plus d'1h20. Mais comme ma caméra, en fait, elle se déchargeait, il fallait que je la remette à charger. Comme ensuite la carte mémoire était pleine, il fallait que je la vide sur l'ordinateur. Donc forcément, ça prend beaucoup plus de temps. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est 6h17. Voilà, petite explication. Mais moi, cette affaire, le ressenti que j'ai de cette affaire, c'est en gros... faut faire très attention à ce que l'on dit quand il est question d'une enquête criminelle. Il faut faire extrêmement attention. Il faut éviter à tout prix de mentir sur des détails en fait qui peuvent être découverts très rapidement.
il faut pas parler sans présence d'un avocat, je pense. Et puis il faut se méfier en fait des gens qui aiment bien raconter des conneries. Enfin, on voit là le fleuriste. Vous vous rendez compte quand même que le fleuriste, sa bêtise, parce que pour moi ce qu'il a fait en fait c'était juste qu'il voulait se rendre intéressant. Il a raconté une bêtise, il l'a raconté à la mauvaise personne et ensuite il a été embarqué dans un truc. Le mec, juste pour faire son intéressant, il a quand même condamné une femme à la réclusion à perpétuité. Encore une fois, je vous dis ça parce que moi, je les crois innocentes. Hein. Je pense sincèrement que Michele est le seul coupable de toute cette affaire. D'ailleurs, je trouvais très étonnante ces interviews dans lesquelles il reconstituait la façon dont il avait tué Sarah. Enfin, le mec, il était là, en fait, il racontait ça. On dirait qu'il était en train de nous expliquer comment changer une roue de voiture. Il n'y avait aucun affect, aucune émotion. Voilà, donc je l'ai prise comme ça, je l'ai retournée, j'ai fait ça, ensuite je l'ai cachée, je l'ai conduite là-bas. D'accord, soit. Enfin, je sais pas, c'était trop bizarre. Le mec, j'ai vraiment l'impression qu'il a câblé. Désolée, hein, ma caméra, elle a coupé. Donc, il y avait plus d'espace sur la carte mémoire. Donc ça veut dire que je parle beaucoup trop. Mais j'en ai conscience. Je suis trop bavarde, c'est abusé. Donc, je conclurai... Pardon, je conclurai en maintenant que selon moi elles sont innocentes, encore plus Cosima. Cosima me fait tellement pitié, Miskina, mais vraiment j'ai mal au cœur rien que de penser à cette vieille dame qui est en train de croupir en prison sur la base d'un rêve. C'est complètement fou. N'hésitez pas vous à me mettre en barre des commentaires ce que vous en pensez de cette affaire. Déjà, est-ce que vous la connaissiez? Je voyais que des fois des gens me mettaient dans la barre des commentaires: fais l'affaire Sarah Scazzi, s'il te plaît. Mais en fait, elle était en préparation. Cette affaire, elle m'a pris énormément de temps parce que j'ai dû bouffer, je sais pas, peut-être une dizaine de documentaires. Parfois, les informations étaient vraiment incompatibles les unes avec les autres. Mais j'ai fait de mon mieux, je pense avoir fait quelque chose de plus ou moins fidèle. Je suis en train de vérifier là. Ouais, il y a bientôt plus de batterie. Donc, je conclurai sur ces belles paroles. Ce que je vous propose, c'est que si cette affaire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime sous la vidéo. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.